Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Sika Infomag, un numéro qui s'intéressera à l'actualité politique au Bénin. En effet, depuis quelques semaines, alors qu'on s'approche de l'échéance du 26 avril fixée pour la tenue des élections législatives, on a observé une vague de démissions au sein des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE, la coalition des forces et mouvements politiques soutenant le président béninois Boni Yayi. Une situation qui affaiblit considérablement l'alliance au pouvoir qui s'est pourtant fixée comme objectif 50 sièges sur les 83 que compte le Parlement béninois. Vous aurez également droit en deuxième partie de ce magazine d'information à la tranche exclusivement consacrée à l'information économique en Afrique et ailleurs. C'est donc parti pour 3 quarts d'heure de voyage au cœur de l'actualité. Démarrons tout de suite par le flash d'information. Les forces spéciales des services de renseignement du Mali ont abattu vendredi à Bamako l'un des auteurs présumés de l'attentat du 7 mars qui a fait 5 morts dans la capitale. C'était lors d'un assaut lancé ce vendredi au cours duquel le co-auteur présumé de cet attentat n'a pas voulu se rendre. Les avocats de l'ex-athlète sud-africain Oscar Pistorius, en prison pour avoir abattu sa petite amie, ont échoué à empêcher le procès en appel où leur célèbre client risque un verdict plus sévère. La juge a juste rejeté cette requête à l'issue d'une courte audience devant un tribunal de Johannesburg. Déjà confronté à une période budgétaire difficile à cause de la chute du pétrole, le régime du président gabonais Ali Bongo traverse une série de turbulences sociales. Une vingtaine de syndicats de la fonction publique en grève depuis février ne lâchent rien après des semaines de négociations houleuses. Au Bénin, à quelques semaines des élections législatives, des grands noms et figures de la coalition des forces et mouvements politiques soutenant le président Boni Yayi ont claqué la porte. Mathurin Nago, président de l'Assemblée nationale, Hélène Aholou-Keke, présidente de la commission des lois au Parlement et des députés pas les moindres, ont préféré déposer les clés. À ces dissidences viennent s'ajouter les démissions en cascade des candidats enregistrés sur la liste de ce regroupement politique pour n'avoir pas occupé la tête de liste de cette formation politique dans leurs différentes circonscriptions électorales. De Christine Ouinsavi, ancienne ministre de Boni Yayi, au maire de la commune d'Abomey-Calavi, en passant par les députés Benjamin Aounou et d'autres encore, on peut dire que les FCBE ont perdu assez de plumes. Doit-on croire que la page de Boni Yayi en fin de mandat est définitivement tournée au Bénin? À quel avenir est destinée la coalition au pouvoir en cette période de fin de règne? Nous ferons le débat et ce sera tout juste après ceci. On fera le débat avec vous, Benjamin Honoré Naoum et Joël Yeton dit qu'on ne présente plus. Merci à vous d'être sur ce plateau. Honoré, comment expliquez-vous ce syndrome de démission dont souffre la coalition au pouvoir? Est-ce que cela est juste dû au mauvais positionnement sur les listes électorales ou bien nous sommes carrément en train de vivre une crise de fin de règne? Je considère que nous avons les deux schémas. Les deux schémas parce que vous savez très bien quand on se retrouve en Afrique et que vous voyez bien le fonctionnement des partis politiques, c'est normalement ce que nous enregistrons. On a connu ça par le passé en ce qui concerne le Bénin. Et quand vous allez également dans d'autres pays, on remarque une certaine déconfiture à la fin de règne d'un président. Et nous sommes dans quel schéma ici? Nous sommes dans un schéma où Boni Yayi vient de faire 9 ans. Il lui reste environ 1 an à faire à la tête du pays. C'est normal qu'au sein de cette coalition, c'est un grand regroupement qu'il a accompagné depuis des années. C'est normal que les gens se repositionnent compte tenu, bien entendu, des enjeux. Donc c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est vous parler de positionnement. Sur un autre plateau, je crois quand même que j'ai prédit la chose. J'ai dit que fondamentalement, au lendemain du positionnement sur les listes, on aura quand même un peu de départ. On va enregistrer des départs au sein de cette classe politique de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a trop de bouches à nourrir. Ça, je m'exprime entre griffes là, parce qu'il y a beaucoup d'adhérents. Il y a eu beaucoup de partis qui sont venus après gonfler le nombre des forces Kori pour un Bénin émergent. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. Et quand vous vous retrouvez devant une situation pareille, c'est sûr qu'à la fin, on enregistre des déçus, des gens qui se disent normalement
je devrais être positionné tête de liste ou en deuxième tout au moins, ou bien suppléant du premier ou du deuxième, et qu'au finish vous vous retrouvez en troisième ou en quatrième position, vous faites le point et que vous saviez en même temps les résultats à la fin. Donc il y avait tellement de bouches à nourrir, c'était normal que d'autres cherchent donc à se repositionner compte tenu de ce que nous faisons ici en matière politique. Donc voilà les deux aspects que je voudrais qu'on puisse retenir. Fin de règne et au même moment, n'oublions pas que certains ne pouvaient pas se retrouver sur la liste du chef de l'État. Donc je crois que certains ont deviné ça très tôt, ils sont partis très tôt, mais d'autres ont compris après la publication de la liste des FCBE, une liste qu'on a eu, on a eu du mal à connaître, d'autant plus qu'on a caché un peu cette liste-là aux populations. Certains ont pu très très rapidement, ils ont eu certainement leur filon au niveau de la Sénat pour avoir les noms, les positions et autres, et rapidement certains se sont repositionnés. Donc je voudrais qu'on puisse retenir les deux schémas. Oui, mais Honoré, en 2011, on avait vécu quand même des scénarios, mais il n'y avait pas eu de démission en cascade quand même. Il y a eu des créations de listes parallèles à la liste du chef de l'État. Mais là, nous sommes à la veille de 2016, à la veille de la fin de règne de Boni Yayi. Est-ce que quelque part, la fin de règne ne pèse pas plus? Non, moi je voudrais qu'on considère les deux aspects. Parce que l'enseignement de 2011 a permis donc à ces acteurs politiques de définir d'autres stratégies. Même avant qu'on dépose les listes, il y a des listes qui ont été constituées et on gardait. Et on attendait effectivement que le gouvernement puisse proposer sa liste pour revoir un peu les schémas. Vous n'allez pas me dire que c'est au lendemain de la publication de la liste FCBE qu'on a constaté que le président de l'Assemblée nationale choisisse quand même de faire aventure ailleurs. Je crois que ça a été peaufiné depuis. Vous savez très bien que un an, est-ce que je dois parler d'un an? On peut même dire 6 mois déjà à l'avance. Je pense que c'est mieux 6 mois à l'avance. Les tendances ont été dessinées à l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'il y a eu des prises de position qui montrent très bien qu'on ne partage plus la même vision que le chef de l'État. Donc ces acteurs politiques qui ont joué ce jeu-là à l'Assemblée nationale savaient pertinemment que bon, ils ne se retrouveront pas sur la liste du président pour ces législatives. Donc on a pris la mesure de la chose et on a commencé à réfléchir autrement. Donc je voudrais plutôt qu'on tape sur les deux schémas au lieu de penser sur, comment dirais-je, sur la fin de règne. Ce n'est pas dominant à mon avis, ce sont les deux. Il y a le positionnement, il y a la fin de règne. Alors, Joël Etondier, lorsqu'on observe de près la cascade de démissions enregistrées ces dernières semaines au sein de la coalition au pouvoir au Bénin, on peut dire que les départs ne sont pas seulement dus au positionnement sur les listes. Il y a eu des grands noms comme Mathurin Nago, le président de l'Assemblée nationale, Elena Holou Keke, président de la commission des lois au Parlement, qui sont partis, qui ont claqué la porte avec d'autres députés, pas les moindres. Est-ce que, quelque part, l'après Yayi ne pèse pas beaucoup plus dans cette crise que traversent les FCBE? Pas forcément, vous l'avez dit, il y a des noms, pas des moindres, qui sont partis. Vous avez parlé du président de la deuxième institution, pour dire le deuxième homme fort du pays, qui est parti avec des figures, pas des moindres, la présidente de la commission des lois, et dans des conditions qu'on connaît. Et ceci n'est pas lié au problème de fin de règne. Vous l'avez rappelé un peu plus haut, ils ont dit, et clairement, à travers des phrases très fortes, l'une d'entre elles est celle-ci, venant de la présidente de la commission des lois, nous nous sommes trompés, nous demandons pardon. L'homme n'est pas celui qu'on croyait. Alors, ça veut tout dire. Ça, il s'agit d'un rêve brisé. Il s'agit d'une déception profonde qui ne dit pas son nom. Donc, ce n'est pas lié à la personne, ce n'est pas lié directement au mandat de fin de règne. Avant de développer en profondeur un peu cet aspect qui est quand même pour moi très pertinent, une déception à ce niveau parce que le président, qu'il vous souvienne, à un moment donné, le chef de l'État disait « quand je dis pi », l'autre disait « pan ».
Donc cette harmonie du sifflement de train, on ne l'a plus obtenue parce qu'à l'arrivée, on s'est rendu compte que ce n'est pas ce qu'on croyait. Les idéaux avancés ne sont pas ceux qui incarnent fondamentalement l'homme. Et ça pose un autre problème. Et ça explique aussi quelque part cette démission qu'on assiste. Le problème que ça pose, ce n'est pas propre au Bénin, c'est propre à la plupart des pays africains qui ont opté pour le régime démocratique en 90. Les gens n'ont pas eu, le législateur n'a pas eu la présence d'esprit de mettre sur pied les tests qu'il faut pour cadrer la vie politique. C'est fondamentalement le problème qui se pose. Parce que, dites-vous, si les tests ont défini les paramètres en conséquence et que les choses sont bien tracées, je ne vois pas de départ qui vaille dans des conditions qui sont celles que nous décrivons aujourd'hui. Maintenant, à cela, on ne peut pas non plus oublier la question du positionnement. Aujourd'hui, quand vous observez ces positionnements, on a l'impression qu'on vit l'esclavage des temps modernes au sein des partis politiques. Je prends à tout hasard quelques exemples. On prend la 16e circonscription électorale. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit le chef de l'État qui positionne son beau-frère et qui positionne, juste après son beau-frère, son fils. Il n'y a plus de Béninois au sein de ce parti. Est-ce que ce sont ceux-là qui ont de tout temps mouillé le maillot? Je ne parle pas au nom des gens, mais ça veut tout dire. Ça crée de la frustration. La question de positionnement, on ne peut pas l'ignorer. Vous allez un peu plus loin, à Ouida, où vous voyez des militants de première heure sur le terrain, comme on dit, qui mouillent sérieusement le maillot. Et c'est l'épouse du chef de l'État qui est tête de liste. Mais ça crée de la frustration. Vous prenez, vous oubliez. Non, c'est ce que je dis. J'ai dit, à tout hasard, vous prenez l'autre circonscription électorale où on parle du maire d'Aboumé Calavi. Ce maire, quand on sait tout le service rendu, l'accompagnement, la présence, cette couleur FCBE défendue à corps et à cri. Et quand on lui oppose aujourd'hui un autre ministre qui a une autre coloration, bon, on dit aujourd'hui que le gouvernement béninois, comme tant d'autres gouvernements, sont accompagnés par des pasteurs et le ministre en question serait pasteur. Ça veut peut-être aussi tout dire, mais en termes d'aura, est-ce que c'est compréhensible? Vous ne pouvez pas vous sentir si brimé, ça ressemble à de la brimade. Il ne faut pas s'attendre à des réactions qu'à des réactions comme celles à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc ça s'explique que le problème de positionnement, c'est un problème profond. Et quand l'homme est en fin de règne, et vous savez que vous n'avez plus grand-chose à gagner de lui et que ça se passe comme ça, vous n'avez pas d'autre choix que de claquer la porte et jusqu'à la base, des coordinations de base. Vous avez des têtes de liste. Est-ce qu'à cette allure, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que la coalition FCBE qui porte le président Boni Yahi disparaisse comme l'alliance UBF qui a porté l'ancien président Mathieu Kérékou et qui a disparu en même temps que le départ de celui-ci du pouvoir? Vous allez demander s'il n'est pas à craindre. Je veux dire, on ne peut pas déjà siffler le deuil du parti, mais il est à craindre. Il est à craindre parce qu'il y a deux signaux. Un principal qu'on ne peut pas perdre de vue. J'ai soupiré quand on a annoncé le congrès extraordinaire des FCBE. Je dis, tiens, ceux-là veulent toucher là où il faut toucher. Qu'on veut ou non, c'est aujourd'hui une grande force politique, mais en son sein, qui comporte assez de partis et de mouvements qui ont des opinions divergentes. Mais parce qu'il y a un homme qui incarne FCBE, tout le monde s'allie derrière. Alors, ce qu'on aurait pu faire pour gagner et gagner du temps, c'était quoi? Qu'on en arrive à avoir un parti politique digne du nom. La fusion rêvée, on ne l'a pas eue. Si vous n'avez pas la fusion rêvée et que l'homme charismatique, on ne sait pas ce qui fait encore attendre quelques-uns, c'est, vous l'avez entendu, au nom de loi des comptes ou je ne sais quoi, on veut réviser la Cour des comptes, on veut réviser la Constitution. Et d'autres continuent de rêver. Si on révise la Constitution, c'est que le leader restera là. Donc c'est tout ce qui tient aujourd'hui les hommes. S'il n'y a pas ça, les gens ont tout fait de parti. Ce qu'on aurait pu faire, comme je le disais au départ, qui pourrait présager d'un avenir plus ou moins certain pour les FCBE, c'est qu'on en arrive à un parti politique digne du nom. On l'a raté. À l'occasion du congrès, je pense que c'est la porte ouverte à toutes les pagailles possibles. Honoré, est-ce que les germes de la disparition de UBF, l'Union du Bénin pour le futur, qui a porté en temps le président Mathieu Kérékou, ne sont-ils pas aujourd'hui visibles au sein des FCBE? Les ambitions sont aujourd'hui divergentes et puis le groupe est bâti autour de l'image d'un seul homme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des signes de la disparition d'un FCBE qui n'est pas bâti autour d'une idéologie? Oui, on peut le dire, mais je pense que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous ne sommes pas encore à l'heure de la disparition du groupe FCBE, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez très bien qu'au lendemain des législatives, il faut préparer les communales. Cela veut dire qu'il y a encore d'enjeux.
où les gens vont souhaiter se positionner sur la liste du chef de l'État. Parce que ce que vous remarquez aujourd'hui, vous voyez très bien un chef de l'État qui est en campagne. Il est en campagne pour une liste, pour sa liste. Cela veut dire qu'il y a certains qui vont toujours compter sur l'appui du chef de l'État pour les élections communales et locales. Donc ces gens-là vont rester soudés derrière le chef de l'État. Et n'oubliez aussi par un aspect, l'aspect ici que nous sommes en train de développer, parce que jusque-là, on est en train d'évoquer deux aspects. Il y a un troisième aspect, et brièvement, Joël en a parlé, c'est la révision de la Constitution. Quand vous prenez le président Kofi Mathurin, il a comme souhait aujourd'hui de briguer la magistrature suprême. Mais on ne sait pas ce qui va se passer au lendemain de la révision de la Constitution, si le chef de l'État va rester. Donc ces acteurs clés ne peuvent pas supporter le chef de l'État et aller sur le terrain et prendre comme thème de campagne la révision de la Constitution. C'est ce que le Congrès a annoncé comme thème de campagne. Donc c'est normal que d'autres partent et d'autres vont venir. C'est comme ça la vie d'un parti politique, surtout que le chef de l'État est encore au pouvoir. Alors oui, j'ai eu du plaisir à vous suivre, mais nous allons revenir dans ce débat, dans la troisième partie de ce magazine d'information. En attendant, restez avec nous dans quelques instants, la deuxième partie de Sika Infomag. Je l'annonçais à l'instant, le deuxième quart de ce magazine d'information, une tranche exclusivement consacrée à l'actualité économique. Voici le journal de l'économie, une présentation de Inès Awansou. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. Voici le sommaire. Ouverture ce vendredi de la conférence économique internationale en Égypte. 80 pays y sont représentés. 13e journée annuelle de l'Association cotonnière africaine. Les assises ont démarré jeudi à Cotonou au Bénin. Enfin, au Brésil, Sergio Gabrielli a été auditionné jeudi dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption qui éclabousse la société Petrobras dont il était le président. Nous démarrons ce journal de l'économie par l'Égypte, une conférence économique internationale visant à attirer les capitaux étrangers se tient depuis ce vendredi matin à Sharm el-Cheikh en Égypte donc. Plusieurs personnalités y participent, parmi lesquelles les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et britannique Philippe Hammond, mais aussi des ministres des Finances et des patrons de grands groupes internationaux. 80 pays et 23 groupes et organismes internationaux sont représentés à cette conférence qui devrait permettre aux autorités égyptiennes de montrer que leur pays revient en force sur la scène internationale. Un autre élément dans ce journal de l'économie, l'association cotonnière africaine ACA tient depuis hier au Palais des Congrès de Cotonou au Bénin ses 13e journées annuelles. L'objectif de ces assises est de mettre en place des stratégies en vue de rendre la filière cotonnière africaine plus compétitive. Plus de précisions dans ce reportage. La filière cotonnière, un levier pour la sécurité alimentaire. Telle est la thématique au cœur des 13e journées annuelles de l'Association cotonnière africaine ACA qui se tiennent à Cotonou au Bénin. L'événement réunit les experts et les professionnels de la filière cotonnière venus de différents pays africains. Leur mission, mettre en place des stratégies favorables à la promotion ainsi qu'à la valorisation du coton africain. Il sera question d'échanger sur les enjeux actuels de la filière coton, à savoir l'amélioration de la productivité, de la qualité, l'impact de la filière sur la sécurité alimentaire et l'amélioration de la compétitivité et l'environnement biophysique. Prévue pour durer 3 jours, cette réunion annuelle des acteurs africains du secteur cotonnier sera meublée par des conférences, des communications et l'Assemblée générale de l'ACA. En somme, un cadre de partage et d'échange d'expériences sur les questions d'intérêt commun aux participants. Dans nos pays, le destin de millions de personnes est lié à l'agriculture en général et surtout à la culture du coton en particulier. C'est pourquoi l'importance de la culture du coton
dans la garantie de la sécurité alimentaire de nos pays doit être débattue afin de tirer des leçons pour une amélioration du système de production adéquat pour une meilleure intégration, enfin, production cotonnière, sécurité alimentaire. Au terme des travaux, les acteurs du secteur cotonnier africain seront davantage aptes à rendre le coton africain plus compétitif sur le plan mondial. Rappelons que ces journées font suite à la 20e réunion du COS Coton qui s'est tenue le 11 mars dernier, toujours à Cotonou, au Bénin. 10,3 milliards de dollars, c'est la somme que le milliardaire nigérian Aliko Dangote aurait perdue en 2014 du fait de la dépréciation de la monnaie nigériane. Le patron du groupe Dangote, dont la cimenterie est la première capitalisation de la bourse de Lagos, serait l'une des grandes victimes de la baisse du prix du baril de pétrole. Le milliardaire nigérian n'est pas devenu pour autant plus pauvre. Il possède encore une fortune évaluée à 14,7 milliards de dollars, un chiffre au-dessus du produit intérieur brut de plusieurs pays africains. Intéressons-nous maintenant au secteur du BTP en Afrique. Les investissements dans ce secteur ont atteint 325 milliards de dollars en 2014 contre 222 milliards en 2013, ce qui représente une hausse de 46%. Le nombre de projets d'infrastructures lancés durant l'année écoulée est au nombre de 257 contre 322 en 2013. Les transports représentent 40% de ces projets, devant l'énergie 39%. Les projets les plus coûteux sont concentrés en Afrique australe, 119 au total en 2014 pour un investissement global de 144,88 milliards de dollars. Nous allons maintenant quitter le continent africain pour nous rendre au Brésil. Après le président de la Chambre des députés, c'était au tour de l'ancien président de Petrobras, Sergio Gabrielli, d'être auditionné jeudi par la commission parlementaire. Ceci, bien sûr, dans le cadre de l'enquête sur le scandale relatif à cette société. Sergio Gabrielli a nié en bloc toute forme de corruption organisée, mais n'a pas écarté que les cas de corruption sont le fruit de quelques criminels à l'intérieur de sa société. Après la déclaration de la présidente Dilma Rousseff qui affirmait dimanche dernier son soutien à une enquête large, libre et rigoureuse sur le scandale de corruption Petrobras dans lequel sont impliqués des dizaines de députés et de sénateurs en cours de mandat au Brésil, la commission parlementaire en charge de l'enquête a démarré ses auditions cette semaine. À la suite du président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, l'ancien président de Petrobras, Sergio Gabrielli, a été entendu ce jeudi à Brasilia. Ce dernier a nié toutes les accusations portées contre sa personne. Y a-t-il ou pas corruption organisée à Petrobras? Je le dis de mon point de vue, il n'y a pas de corruption organisée à Petrobras. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption à Petrobras. Le problème de corruption à Petrobras, c'est qu'il est individualisé, ponctuel et spécifique à quelques criminels. Alberto Youssef, je ne sais même pas qui c'est. Je n'ai jamais eu affaire à lui. En aucun cas, je n'ai eu aucun contact avec M. Youssef. Je ne fais pas d'opération parallèle d'argent. Je n'ai aucune relation avec M. Alberto Youssef. Monsieur, vous êtes le complice d'un hold-up d'une proportion gigantesque, à tel point que la présidente actuelle qui vous a remplacé à Petrobras n'arrivait pas à définir s'il s'agissait d'une perte de 2,5 milliards ou de 2,7 milliards. C'est cela qui a introduit la corruption à l'intérieur de Petrobras, puisque les résultats de l'entreprise n'ont pas été contrôlés.
Au total, 49 personnes sont citées dans cette affaire, dont 12 sénateurs et 22 députés en cours de mandat, membres de 5 partis, dont 3 de la coalition au pouvoir. La police estime que le réseau aurait pu détourner 4 milliards de dollars depuis 10 ans, destinés notamment à financer des hommes et partis politiques de la coalition au pouvoir via des pots de vin et des surfacturations par des entreprises de BTP en contrat avec Petrobras. Retour sur le plateau du journal de l'économie, cette fois-ci pour parler des postes de contrôle juste à poser érigés ça et là dans l'espace UEMOA. C'est juste après ceci avec notre invité du jour. Notre invité du jour, Casimir Pédio, bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, paraissant à Cotonou au Bénin. Alors, les postes de contrôle juste à poser, voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, Inès, retenez que l'Union économique et monétaire a défini dans sa politique d'intégration la mise sur pied de ces infrastructures qui seront entre deux pays. Alors, lorsque je prends le Bénin et le Niger, la dernière ville du Bénin, c'est Malanville. Et cette ville a été désignée pour abriter une infrastructure de contrôle douanier, du moins et policier, pour pouvoir permettre la libre circulation des personnes et des biens. Alors, qu'est-ce qui a été constaté? C'est que entre Cotonou, le port de Cotonou et Malanville, il y a beaucoup de postes de police et de douane qui changent le tronçon. Ce que dénoncent d'ailleurs les transporteurs. Ce que dénoncent les transporteurs. Donc, désormais, la communauté a décidé de mettre sur pied cette infrastructure-là. Et désormais, depuis Cotonou jusqu'à Malanville, eh bien, vous êtes à Malanville, c'est seulement à Malanville vous accomplissez les formalités administratives, douanières ou policières afin de pouvoir traverser la frontière. Donc, cela permet forcément la circulation fluide entre le commerce, entre Cotonou. Voilà, donc sur les 8 pays de l'UEMOA, il a été retenu que ces infrastructures soient installées dans des villes stratégiques. Alors, c'est ce que l'Union économique et monétaire a fait et aujourd'hui, nous comptons au niveau de cette union environ une dizaine de postes de contrôle qui permettent quand même une libre circulation des personnes et des biens. Alors, cette infrastructure ont été du moins installées depuis 10 ans environ et aujourd'hui font leur petit bonhomme de chemin. La décision a été un peu plus loin et a concerné désormais la CEDEAO qui s'est aussi mise dans la danse à travers quelques villes quelques pays du moins comme le Ghana où entre le Togo et le Ghana, il a été aussi mis ces infrastructures-là. Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il a été aussi mis ces infrastructures. Entre le Bénin et le Nigeria, ici à Sémin, il a été mis ces infrastructures afin de permettre quand même la fluidité de la circulation, comme je le disais, sur le corridor entre ces pays-là. Dans la réalité, est-ce que cette fluidité se constate réellement, puisque on entend beaucoup les transporteurs qui grognent, qui dénoncent des choses? Vous savez, la corruption, la mauvaise gestion sur nos axes routiers sont un peu teigneuses et puis c'est un peu difficile tant que les hommes seront en contact avec l'administration douanière et policière. Forcément, il serait un peu difficile de dire à 0% nous aurons les difficultés sur nos voies. Cependant, on a quand même constaté qu'il y a une nette réduction de ces postes de contrôle-là et seuls les postes désormais autorisés par la communauté, par les deux communautés, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA sont aujourd'hui habilités à contrôler ces produits en transit. Il faut le préciser, c'est les camions, pour la plupart en transit, qui sont soumis à ces genres de contrôle. Donc, ça n'a pas réduit complètement la corruption sur les axes routiers, mais quand même, on a noté une nette amélioration dans l'évolution vers ces pays de l'Interland et certains pays aussi côtiers des transports routiers. Alors, Casimir Pédio, avec le projet de la boucle ferroviaire, quel lendemain pour de telles infrastructures? Vous savez, nos chefs d'État ont décidé de mettre sur pied cette boucle ferroviaire qui concerne 5 pays, à savoir le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire. Je crois bien c'est ces 5 pays-là qui devraient normalement bénéficier de la boucle ferroviaire. Alors, lorsque la boucle ferroviaire serait tracée, forcément, les infrastructures qui aujourd'hui servent
les postes de contrôle juxtaposés concernent uniquement le transport routier. Donc, lorsque la boucle ferroviaire serait tracée, forcément, le train va servir dans le transport. Forcément, les camions ne pourront plus transporter force. Donc, la conséquence directe, c'est que ces infrastructures ne pourront plus servir en temps réel à ces contrôles. Donc, il y a une menace forcément sur cet investissement. Alors, la question qu'on s'est posée, est-ce que les études avaient prévu le développement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans de ces genres d'infrastructures? Forcément pas. Et donc, aujourd'hui, la boucle ferroviaire, le projet de boucle ferroviaire, quand cela sera à sa phase définitive, forcément va nuire dangereusement à ces postes de contrôle. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'autour de ces postes juxtaposés-là, il y a une activité économique qui se développe. C'est des petits commerçants, tout ça là, désormais, sera mis à la rue d'épreuve dès que les trains vont désormais circuler entre les 5 pays dont je viens de citer. Mais ces pays, justement, seront aussi perdants, non, dans cette affaire de boucle ferroviaire? Oui, forcément. Ces pays bénéficient énormément avec les infrastructures déjà en place, mais avec la boucle ferroviaire, j'ai bien l'impression qu'il y aura beaucoup de manque à gagner, n'est-ce pas? Beaucoup de manque à gagner, mais de l'autre côté, pour les individus forcément, mais de l'autre côté, au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA, ce projet serait d'une certaine importance pour l'économie communautaire, pour rendre les produits, les marchandises, les produits beaucoup plus à moindre coût, parce que le transport aujourd'hui au sein de la communauté en Afrique de façon générale, le transport pèse lourd sur le revenu des produits au niveau de nos États. Donc forcément, quand la boucle ferroviaire va connaître son aboutissement, forcément, ça va pouvoir amoindrir le coût du transport. Mais le contrôle douanier va se faire de quelle façon avec la boucle ferroviaire? Oui, ça va se faire au début du transport, c'est-à-dire quand vous partez de Cotonou déjà, à l'embarquement, vous avez déjà ces contrôles-là qui seront faits. Donc, les États sont en train de réfléchir sur la question. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons retenu ce sujet-là sur lequel nous allons revenir plus amplement. Nous allons voir avec les experts qu'est-ce qui est en train d'être fait pour quand même faciliter aux consommateurs, aux populations, une meilleure cadre commercial au sein de la communauté économique des États de l'Afrique. Merci beaucoup, Casimir Pédia. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, apparaissant à Cotonou, au Bénin. Merci pour toutes ces explications que les téléspectateurs peuvent avoir de long en large dans votre journal en le consultant en ligne. C'est le www.l'économistebena.info. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le reste du monde. Au revoir. Retour dans le débat du jour consacré au syndrome de démission qui mine la coalition FCBE au pouvoir au Bénin. Les démissions en cascade enregistrées au sein de cette formation politique cachent-elles des symptômes de la fin de règne de Boni Yayi? L'après-Yayi focalise-t-il l'attention au point de reléguer au second rang les convictions idéologiques? On en parlait dans la première partie de ce débat. Nous allons retrouver nos deux débatteurs tout de suite après le flash d'information. Les forces spéciales des services de renseignement du Mali ont abattu vendredi à Bamako l'un des auteurs présumés de l'attentat du 7 mars qui a fait 5 morts dans la capitale. C'était lors d'un assaut lancé ce vendredi au cours duquel le co-auteur présumé de cet attentat n'a pas voulu se rendre. Les avocats de l'ex-athlète sud-africain Oscar Pistorius, en prison pour avoir abattu sa petite amie, ont échoué à empêcher le procès en appel où leur célèbre client risque un verdict plus sévère. La juge a juste rejeté cette requête à l'issue d'une courte audience devant un tribunal de Johannesburg. Déjà confronté à une période budgétaire difficile à cause de la chute du pétrole, le régime du président gabonais Ali Bongo traverse une série de turbulences sociales. Une vingtaine de syndicats de la fonction publique en grève depuis février ne lâchent rien après des semaines de négociations houleuses. Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de la radio Soleil FM basée à Cotonou au Bénin, et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV, sont toujours en place
Pour la suite du débat, Joël Tondi, selon vous, la disparition des FCBE n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais selon vous, pendant combien de temps encore les FCBE vont tenir? Parce que nous savons qu'il y aura le choix de candidats pour les listes, pour les élections communales. Pendant combien de temps encore pourront-ils tenir jusqu'à l'élection présidentielle de 2016? Parce qu'il va falloir également choisir un candidat pour l'élection présidentielle. Le candidat est tout choisi, tout connu. Il n'y a qu'un homme. FCBE, c'est l'incarnation d'un homme. Bon, maintenant, l'homme qui ne se présente pas, il va falloir, comme vous le dites, est-ce qu'on aura un dauphin ou pas? La question se posera en son temps. Maintenant, pendant combien de temps FCBE va pouvoir encore résister? Je dis l'élection d'avril prochain, parlant des législatives, reste une élection déterminante. C'est pour cela que le chef du parti, le leader de la force politique en question se bat bec et ongle pour essayer d'avoir le maximum. Avec le maximum des députés à l'Assemblée, ça peut changer la donne, ça peut rassurer les indécis et ramener aussi les brebis égarés à la maison. Ce n'est pas exclu. Vous l'avez constaté, les hommes politiques, ils ont montré que eux, la morale, c'est au second rang. Il n'y a pas d'éthique. Donc, on peut aujourd'hui détester, crier même à la vindicte populaire un homme et demain faire son mea culpa et faire comprendre qu'on s'était trompé. Donc les législatives d'avril prochain seront très déterminantes, les résultats à obtenir seront très déterminants quant à la suivi de cette formation politique. Et c'est à dessein que les positionnements se font de la façon dont elles se font. Actuellement, le chef de l'État tient coûte que coûte à avoir cette majorité. S'il parvenait à l'avoir, ça pourrait jouer grand en ce qui concerne la suivi de cette formation politique, je trouve. Honoré? Oui, moi je pense que les FCBE vont résister jusqu'en 2016, jusqu'à l'élection présidentielle de 2016, à mon avis. Parce que pour l'instant, même si nous constatons des départs, il y a quand même certaines personnalités qui sont restées. Donc ces gens-là peuvent véritablement animer les forces Coripou Bénin émergent jusqu'en 2016. Donc le parti va résister, le regroupement de partis politiques va résister. Mais je pense que pour la survie de ce regroupement politique, au lendemain des élections de 2016, il va falloir travailler en amont. Travailler en amont, c'est quoi? C'est transformer le regroupement politique en parti politique réellement. Si on ne le fait pas, au lendemain des élections de 2016, quelqu'un sera certainement élu, même si c'est un acteur clé des FCBE qui se retrouve à la tête du pays au lendemain des élections présidentielles de 2016, c'est sûr que ce monsieur qui sera élu va essayer de constituer son clan, comme cela se fait sur nos cieux. Donc il y aura des déçus, peut-être des responsables de partis politiques au sein des FCBE qui vont décider carrément de dire « Ok, nous claquons la porte parce que nous ne sommes pas dans le précaré de l'homme qui est élu aujourd'hui ». C'est pourquoi je dis la transformation est nécessaire. Si on va dans ce sens-là, c'est bien, ça pourra marcher et on pourra conserver les FCBE parce que d'une manière ou d'une autre, c'est un grand regroupement politique. Et l'idéal serait une transformation qui permet d'avoir un parti à l'échelle nationale. Alors, nous avons une intervention sur la page Facebook de Sika Infomag, votre émission. Monsieur Ézéchiel Afaniou, depuis Cotonou. Bonsoir le plateau Sika. Selon moi, en résumé, la démission répétée des FCBE me confirme qu'il n'y aura pas un troisième mandat en 2016. Votre appréciation? C'est pas gagné. C'est pas gagné. Parce que si, aujourd'hui, nous parlons des législatives, si le chef de l'État a la majorité à l'Assemblée nationale, le président Boni Yayi fera tout ce qu'il faut pour réviser la Constitution. S'il révise la Constitution, selon mes analyses, bien entendu, il n'y aura plus de bruit autour de la candidature du chef de l'État en 2016. Mais en 2016, il ira déposer sa candidature comme tout le monde, comme tout citoyen. Et c'est à la Cour constitutionnelle de valider sa candidature. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les Béninois sachent réellement l'enjeu ici, c'est la révision pour le chef de l'État. Et après cette révision, c'est un troisième mandat qui va être probable. Parce que le chef de l'État, malgré tout, on dit qu'il a fait promesse à ci ou à ça. Quand vous écoutez certains acteurs, on dit qu'il a fait une promesse au pape. Le pape qui a reçu sa promesse n'est plus là. Il a fait une promesse à Barack Obama. En 2016, Barack Obama ne sera plus là. Donc, cela veut dire que fondamentalement, ce qui se joue ici, c'est quoi? La parole du chef, notre chef aujourd'hui, vis-à-vis
de certains acteurs qui ne seront plus sur l'échiquier politique à l'échelle internationale. Donc l'homme peut à tout moment changer. Il suffira, on a écouté le chef de l'État dans beaucoup de discours déjà au Bénin, où il dit c'est ça ou rien. Le lendemain, il est revenu là-dessus. Est-ce qu'en ce moment-là, il ne pourra pas nous dire c'est le peuple béninois qui a décidé que je sois à nouveau dans les courses? Donc c'est au peuple béninois d'en décider. Si le peuple béninois offre la majorité maintenant au chef de l'État, il y aura révision. Et s'il y a révision, la probabilité, en tout cas pour ce qui me concerne, la probabilité est forte que le chef de l'État dépose sa candidature en 2016. Et c'est la Cour constitutionnelle qui va valider en ce moment. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas Joël. Alors Joël, les démissions répétées des FCBE confirment qu'il n'y aura pas un troisième mandat en 2016. Oh, ce n'est pas lié, comme l'a dit Honoré. Tout est encore jouable. Les dés ne sont pas encore pipés. Le chef de l'État a toujours son mot à dire. Et ce n'est pas pour rien. Vous le voyez tout le temps sur le terrain, en permanence, de vous à moi. Un homme qui est en fin de mandat, excusez, ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Je ne donne pas de leçons. Mais il faut observer que c'est le moment pour vous, le moment ou jamais, de faire le bilan du travail qui a été fait et de préparer des dossiers pour celui qui va venir. On n'a pas le temps à ça. Et c'est maintenant que le chef de l'État montre beaucoup de projets. Oh, quand je parle de... Je ne vous arrache pas la parole. Dans un discours hier, par exemple, il disait « Suivez-moi, suivez-moi ». Ça veut dire que l'homme est toujours là. Oui, suivez-moi. Et quand vous cherchez à le suivre maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est beaucoup d'initiatives, des inaugurations. Et le comble, ces temps-ci, c'est des électrifications. Et vous faites un tour à Cotonou, dans les grandes villes du Bénin, mais c'est le délestage. Ça n'a pas d'autre nom. Le délestage. Au moment où les gens n'ont pas suffisamment d'énergie, vous voyez le chef de l'État qui va implanter encore des poteaux électriques. Et la population ne comprend pas ça. Donc c'est maintenant ou jamais que les leaders politiques travaillent aussi à éveiller la conscience des populations. Pour un chef qui est en train de partir, ça ne se fait pas comme ça. Et comprendre que le chef de l'État, en demandant à avoir 50 députés et en faisant des positionnements comme cela, j'ai cité quelques exemples, et c'est à dessein que je l'ai fait. C'est une injure à l'intelligence simplement qu'on fasse ces positionnements-là. Si les gens capables sont là, pourquoi ne pas les positionner? Je ne suis pas en train de défendre la cause de X, Y. Je dis ce qu'on a combattu hier. Je veux parler de l'Africain en général. Hier, que les gens soient en train de se suyer, que les gens soient en train de se battre sous le soleil ardent, et que ce soit d'autres qui viennent cueillir les fruits, tel un maître de maison. Ça ne se comprend pas. Et le chef de l'État... C'est parce que vous avez oublié... Malheureusement, je dis... Vous avez oublié l'enjeu du chef de l'État. L'enjeu, c'est la révision. C'est ce que je dis. Je n'ai pas oublié. Oui. Et c'est ce que je dis. Que les leaders politiques, la société civile, qu'on travaille pour ça, ça rime à rien que ce n'est endormir la population. Et, à l'arrivée, faire comprendre que, eh bien, peuple béninois, nous sommes dans une nouvelle république. Et pour ça, c'est le peuple qui est en train d'appeler le chef de l'État. Et vous savez comment ça se fait? Comment ça se fait? Et que les gens commencent par descendre dans les rues et demander c'est lui ou rien, c'est lui le sauveur. Ça se chante, on motive la population à faire ça. Et quand c'est comme ça, le chef vient finalement pour dire peuple béninois, puisque vous m'appelez, me voici. Et c'est vite arrivé. C'est vite arrivé. Donc je pense que... Nous allons évoluer. Oui, on va évoluer. Je pense que les leaders politiques, une fois encore, la société civile, il faut travailler à éveiller la conscience collective. Sinon, en tout cas, rien n'est perdu pour le chef. Il a encore son mot à dire. Alors revenons un peu sur les démissions sur la liste électorale. Démissionner pour un simple positionnement sur la liste électorale. Comment appréciez-vous la chose? Est-ce que cela n'affiche pas une fois encore le manque de conviction des acteurs politiques béninois? Un mercenariat politique guidé rien que par le baromètre stomacal, je dis bien baromètre stomacal des acteurs politiques en Afrique. Comment appréciez-vous la chose? Oui, c'est d'abord le ventre qui guide les acteurs politiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le ventre. Ça veut dire que je veux être positionné pour aller à l'Assemblée nationale. Et une fois à l'Assemblée nationale, j'aurai les primes et autres, mon salaire à la fin du mois. Je pourrai revenir dans ma localité pour financer quelques activités, pour garder donc la population autour de moi. Donc, quand on n'a pas ça, on change de bord. Mais ce n'est pas ce qu'il faut prôner. Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, on doit changer de comportement. Au Bénin, on doit changer de comportement. Parce que ailleurs, qu'est-ce que vous remarquez? Quand vous prenez par exemple le cas de la France, on a connu des frondeurs au sein du Parti socialiste, mais ils sont restés dans le parti. Ils ont défendu leur cause dans le parti, ils ne sont pas sortis. Mais au Bénin ici, qu'est-ce qu'on remarque? Dès qu'on voit que son intérêt est menacé, on quitte. On quitte pour se retrouver ailleurs. Et c'est comme ça que vous avez vu des gens qui ont quitté la liste, qui ont quitté, comment dirais-je, les FCBE pour se retrouver tête de liste dans d'autres alliances. Cela veut dire que ce qu'on recherche,
c'est la possibilité d'aller à l'Assemblée nationale. Il manque d'idéologie dans notre pays. Les gens ne vont pas en politique parce qu'ils ont une vision. Et ça se fait au sein d'un parti politique. Si longtemps encore, on garde des regroupements politiques et on a un chef tout-puissant à la tête de ces regroupements et on est en train de conduire le pays, on va assister toujours à la même chose. Normalement, c'est un parti qui a, bien entendu, un projet de société. Et où vous retrouvez vos hommes qui acceptent votre projet de société et qui vous accompagnent dans la réalisation de ce projet de société. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? L'homme est élu et c'est un attroupement de partis politiques, des appétits voraces qui se dessinent. Les gens sont là que pour avoir tel ou tel poste et après, on fout l'avenir du pays en l'air. Et je crois qu'il faut changer de comportement. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Joël Etondi, est-ce que cela voudrait dire que les politiciens n'ont finalement d'objectif que leurs propres intérêts? Très rapidement, nous sommes à moins d'une minute de la fin de cette émission. Non, c'est tout dit. Et les hommes politiques n'ont d'intérêt que leur poche. Vous voyez comment ça se passe. Si je me rends compte que je ne pourrai plus tirer le maximum, je vous tourne le dos. Dès que j'ai la certitude que je peux avoir pour mon compte, nous sommes ensemble. C'est un problème d'ordre général. Et c'est en cela que je disais en introduction qu'il faut forcément revoir les tests. La vie des partis politiques, c'est important. Si tout se résume à une seule personne, c'est lui le bailleur, c'est lui le faiseur, c'est lui tout, on assistera pendant longtemps encore à la même scène. Il faut que le législateur travaille dans ce sens. Aujourd'hui, ce n'est pas facile pour les gens, même avec la conviction, parce qu'il y a quelques-uns qui sont là par conviction, mais ils ne sont pas nombreux. Faire l'opposition, ce n'est pas facile. Et il n'y a même pas ce qu'il faut pour les accompagner. Donc le législateur doit réfléchir dans ce sens. Et tout ça encore, je dis une fois encore, les membres de la société civile, ils ont un travail à faire. Il faut voter utile. Voter utile, c'est voter les gens qui sont capables. Il y en a, les brebis galeuses. Aujourd'hui, vous sortez, même si vous avez des idéaux, vous allez faire campagne ou parler de vos idéaux. Il y en a, hein. Vous allez les exposer aux populations et dire, mais c'est très joli, monsieur. Mais on fait comment? À la fin, vous dites, on fait comment? C'est-à-dire ça. Et vous ne donnez pas ça, ils ne vont pas vous accompagner. Ils disent, ils n'ont pas la certitude, et ils ont raison, que vous, demain, vous allez essayer d'améliorer leur situation. Est-ce que vous n'êtes pas exactement comme les autres? Donc, ils veulent avoir leur pain en même temps, quitte à vous observer faire, parce que au péché, ils ne pourront pas vous descendre. Donc, le législateur doit travailler dans ce sens et il faut voter utile. Merci à vous, Joël Etondi, Honoré Benjamin Naou. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Nous allons partir, mais avant, suivons ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag de ce jour, stop F1, terminus, tout le monde descend, mais restez toujours avec nos programmes, le meilleur reste à venir sur Sika.